Ce diamant scintillant dans la nuit méditerranéenne, c'est le stade Louis II de Monaco. Il est devenu aujourd'hui le symbole de tous les tourments qui ébranlent la principauté. Samedi 1er décembre, le club de football de Monaco reçoit Montpellier. L'équipe va mal, elle est avant-dernière du championnat de France. Et comme si cela ne suffisait pas, son président est empêtré dans une affaire qui n'a rien à voir avec le football. Soupçonné d'avoir corrompu les plus hautes autorités monégasques, le milliardaire russe Dmitri Ribolovlev vient d'être inculpé. Les supporters défendent leur président. Pour l'instant, il est toujours innocent. C'est un homme qui a beaucoup apporté à l'AS Monaco. Voilà. Le sauveur de l'AS Monaco. Voilà. On n'a pas de jugement moral à porter. Présomption d'innocence. Il ne faut jamais oublier. Ce soir-là, Monaco perd 2-1. Le nouvel entraîneur, Thierry Henry, est dépité. Dans les tribunes, Dmitri Ribolovlev est absent. Seul son représentant Vadim Vassiliev assiste à la défaite. Juste au-dessous, la loge du prince est vide. Six mois plus tôt, nous avions filmé la famille princière exultant aux exploits de son club. À l'époque, le souverain affichait publiquement sa complicité avec le milliardaire russe. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la fête. Le rocher est secoué par le plus gros scandale de son histoire. En 2006, la principauté s'était promise d'être exemplaire. Lors de son intronisation, Albert II avait proclamé vouloir placer son règne sous le signe de la bonne gouvernance. J'entends cependant que l'éthique soit toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques. L'éthique ne se divise pas. Argent et vertu doivent se conjuguer en permanence. De beaux principes qui volent en éclats en 2017. Des révélations éclaboussent le rocher et bousculent les plus hautes personnalités monégasques. En quelques mois, la principauté voit partir son directeur des services judiciaires, Philippe Narmineau, l'équivalent du ministre de la Justice. Son procureur général, Jean-Pierre Dresneau, un magistrat français, est muté à Aix-en-Provence. Plusieurs enquêtes sont ouvertes. Dans le viseur, un ancien préfet, des policiers, un commissaire principal. Dans la minuscule principauté, c'est un tremblement de terre. Au cœur de l'affaire, le milliardaire russe propriétaire de l'AS Monaco, Dmitri Ribolovlev. Méga yacht, voitures de luxe, grands hôtels. Ce confetti de 2 km² de Côte d'Azur est la plus grande concentration de milliardaires sur la planète. Un décor de rêve pour une histoire qui commence par un coup tordu. Nous sommes en février 2015. Yves Bouvier est suisse et marchand d'art. Il a rendez-vous avec le richissime homme d'affaires russe, qui est aussi collectionneur d'œuvres d'art. En 10 ans, Yves Bouvier lui a vendu des toiles de maître et des sculptures pour 2 milliards d'euros. Parmi elles, le célèbre Salvatore Mundi de Léonard de Vinci. Revendu depuis, c'est aujourd'hui le tableau le plus cher du monde. J'ai rendez-vous avec M. Ribolovlev, je souhaite le voir. Ce dernier a insisté pour me rencontrer absolument à Monaco. À ce moment-là, il me doit environ 50 millions d'euros. Je sais que le rendez-vous va être quand même difficile parce que quand vous réclamez de l'argent à un oligarque milliardaire et qu'il ne veut pas vous payer, ça ne va pas être facile. Donc j'ai mes petites notes avec moi, je les relis et je me concentre pour l'affronter lors du rendez-vous. Ce que le marchand d'art ignore, c'est que le Russe a porté plainte contre lui à Monaco. Il l'accuse de lui avoir vendu les tableaux beaucoup trop chers.
Dimitri Ribolovlev estime l'escroquerie à 1 milliard d'euros. Le chauffeur d'Yves Bouvier le conduit en plein centre-ville, à la Belle Époque, un des immeubles les plus cossus de Monaco. Mais ce rendez-vous chez Dimitri Ribolovlev va mal tourner. Je vois un attroupement de personnes au fond. Ouais. Moi, je marche docilement vers eux en disant « Vous êtes les gardes du corps de Ribolovlev, j'ai rendez-vous au dernier étage à 10h. La personne surprise me sort la carte de police et là, je suis encerclé. On me met les menottes. Juste, ils me mettent l'écharpe, parce que j'ai une écharpe toujours là, sur les menottes pour pas qu'on me voit avec les menottes entre là et la voiture. On est à Monaco. On est à Monaco. Le marchand d'art est placé en garde à vue dans les locaux de la police pendant 3 jours. Mis en examen pour escroquerie, il est libéré contre le versement d'une caution de 7 millions d'euros. Nous interrogeons son avocat monégasque. Selon lui, le marchand d'art serait tombé dans un piège. Ce que l'oligarque russe a toujours démenti. Monsieur Ribolovlev lui donne rendez-vous à Monaco, officiellement pour parler de leurs affaires, et en réalité, on allait tendre ce qu'on appelle un traquenard judiciaire, c'est-à-dire tout mettre en place par une sorte de synergie entre les policiers chargés de l'enquête, l'avocat de Dimitri Ribolovlev et Dimitri lui-même Ribolovlev, de manière à le faire venir pour le piéger. Le soupçon, le doute, il naît à ce moment-là. Et le doute, c'est quoi? C'est tout simplement que si on veut le faire venir à Monaco, c'est qu'on pense que là, on a des appuis qu'on n'aurait pas ailleurs. Dimitri Ribolovlev est résident monégasque. C'est une figure du rocher. Il vit dans ce penthouse de 2000 mètres carrés face à la mer. Prix d'achat 240 millions d'euros. Sa terrasse donne sur le port et le palais princier. Il a même installé une mini-salle de marché dans une pièce attenante à son salon. En 2011, il s'est aussi offert le club de football de Monaco, l'ASM, dont le premier supporter est le prince Albert II. En 2017, il décroche le titre de champion de France. Le moment que nous attendons tous, le moment de soulever la France, de champion de France 2016-2017. Ну, это, в общем, результат, и в том числе и продолжение в будущем. Dans son affrontement avec le marchand d'art, le milliardaire russe a gagné la première manche. Mais l'enquête va se retourner contre lui, à cause de sa plus proche collaboratrice, Tetiana Bercheda. Elle est ukrainienne, elle a 34 ans et vit entre la Suisse et Monaco. Elle est l'avocate de Dimitri Ribolovlev et comme le milliardaire ne parle que le russe, elle tient aussi le rôle d'interprète et d'intermédiaire. Le juge d'instruction chargé de l'enquête Bouvier-Ribolovlev s'appelle Édouard Levrault. Il saisit le téléphone portable de l'avocate et en extrait des milliers de SMS qu'elle croyait avoir effacés. Le juge procède à une expertise, et cette expertise met à jour un certain nombre de messages téléphoniques dont certains sont très compromettants, et établissent une collusion entre certains policiers, certains membres du gouvernement et Dimitri Ribolovlev, par l'intermédiaire de son avocate. En première ligne, le ministre de la Justice de Monaco, Philippe Narmino. Philippe Narmino est une des plus hautes personnalités du Rocher. En tant que ministre, il ne rend compte qu'au prince et il dirige la Croix-Rouge monégasque, une institution locale. On le voit ici avec sa femme Christine. Le juge s'interroge. Le ministre de la Justice aurait-il préparé l'arrestation du marchand d'art avec Dimitri Ribolovlev? Un week-end en Suisse intrigue le magistrat. Il a lieu quelques jours à peine avant l'arrestation d'Yves Bouvier,
le 25 février 2015. Le milliardaire russe invite Philippe Narmino et sa femme à une soirée à Gstaad, en Suisse. Ils vont faire le trajet à bord de son hélicoptère. Le voyage est décrit dans cet échange de SMS entre l'avocate et la femme du ministre. Bonsoir Christine. Comme promis, voici l'invitation à la fête de samedi. On se voit demain à l'héliport. Tetiana. Merci Tetiana. Ok pour 15h à l'héliport. À demain, baiser, Christine. Monaco-Gstaad, 300 km, 1 heure de vol. Sur ce document, les enquêteurs ont estimé le coût de ce voyage offert au ministre et à sa femme, 37 000 €. Au cœur des Alpes, Gstaad est la station la plus huppée de Suisse. Avec ses palaces prestigieux, ses boutiques de luxe et ses chalets de stars. Ici, le chalet Jade de Johnny Hallyday. Là, le chalet du réalisateur Roman Polanski. Nous avons rendez-vous avec Sylvain Besson, journaliste au quotidien suisse Le Temps. Alors là, on va arriver au palace de Gstaad. Il a été au courant très tôt de la présence du ministre monégasque dans une soirée huppée de la station au Gstaad Palace. Je vais déjeuner chez un banquier qui me dit sous cette affaire Bouvier, il y a vraiment un coup pourri. C'est que le directeur des services judiciaires de Monaco, juste avant l'arrestation d'Yves Bouvier, il a rencontré Dimitri Ribolovlev. Et ça s'est passé au palace de Gstaad. Le milliardaire et le ministre passent la soirée dans cet hôtel. Un événement mondain organisé tous les ans par un grand joaillier suisse. Nous avons retrouvé des images de ces fêtes jet set. Une soirée assez festive avec des bijoux, des jolies femmes, du champagne, etc. On le sait grâce à des gens qui étaient à la soirée, qui connaissent Monaco et donc qui ont tout de suite reconnu Philippe Narmino et qui ont tout de suite compris qu'il y avait un lien, on va dire, suspect entre Philippe Narmino et Dmitri Ribolovlev. Ces gens-là ont discuté entre eux, se sont isolés, étaient ensemble finalement. Ils parlaient ensemble. C'est pas juste qu'ils se sont croisés, qu'ils se sont frôlés sans se parler. Non, ils étaient ensemble. Le journaliste suisse révèle la rencontre dans son quotidien. Dès le lendemain, Philippe Narmino dément dans la presse monégasque toute connivence avec le milliardaire. Ce n'était pas du tout un dîner privé. Il n'y a pas, il ne peut y avoir de rapport entre ma présence là-bas et cette affaire. Le juge se demande aujourd'hui si les deux hommes se sont concertés pour préparer l'arrestation d'Yves Bouvier. D'autant qu'un autre élément vient renforcer cette hypothèse. En réalité, le couple Narmino a passé le week-end entier dans le chalet de Dimitri Ribolovlev. En témoigne ce SMS de l'épouse du ministre de la Justice. Merci encore, chère Tetiana, pour cet agréable week-end en ta compagnie. Remercie chaleureusement Dimitri de notre part pour son hospitalité sans faille et renouvelle-lui nos amitiés et nos félicitations pour la beauté de sa résidence gstadoise. Bonne soirée et à bientôt, Philippe et Christine. La réponse de l'avocate du milliardaire russe est quasi instantanée. Merci beaucoup à vous. C'était un grand plaisir de passer ce week-end avec vous et skier ensemble. Je ne manquerai pas de transmettre votre message à Dimitri qui était ravi de vous recevoir chez lui. Bonne soirée, je vous embrasse, Tetiana. Et là, on voit très bien la partie de Dimitri Ribolovlev. Le week-end a eu lieu ici. Le Russe est propriétaire d'un ensemble de 3 chalets reliés sous terre par un immense spa. Valeur de la propriété, 160 millions d'euros.
Être invité ici, c'est vraiment un privilège rare parce que Dmitri Ribolovlev n'est pas décrit comme quelqu'un d'extrêmement chaleureux ni de très très mondain. Pour Philippe Narmino, d'être invité dans ses chalets, c'est une marque de confiance et de proximité, voire d'amitié, qui est vraiment très forte. De retour à Monaco, nous avons demandé à Dmitri Ribolovlev une interview sur ses relations avec le ministre de la Justice monégasque. Pas de réponse. Mais devant le tribunal... Bonjour, vous êtes maître Et vous? Pascal Henry, je suis C'est France formidable, Télévisions. c'est génial. Nous tombons par hasard sur son avocat, Hervé Temim, un ténor du barreau parisien. Oui, mais enfin, il avait Monsieur, j'ai rien à vous dire. C'est bon, accusé c'est la gentil. justice monégasque, C'est non gentil, c'est gentil. J'ai rien à vous dire. Vous verrez, la justice et le droit triomphera. On l'espère rassuré. On l'espère tous. Bah oui. La rencontre tourne court. Je vais être dans les mêmes souhaits que vous. Mais quelques semaines après ce refus, surprise. L'avocat nous appelle, il veut nous parler. Il nous reçoit dans son cabinet parisien. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre de la Justice passe des vacances avec une des parties dans une affaire? Il n'a pas passé de vacances avec une partie dans une affaire. Il était dans son chalet. Oui, il était dans son chalet, pas pendant des vacances. Mais cela dit... 5 jours, enfin 3-4 jours. Écoutez, ce qui est un fait, c'est qu'à aucun moment, cet événement n'a eu la moindre conséquence sur le traitement judiciaire de l'affaire dont vous parlez. À aucun moment. Le reste fera partie des investigations et méritera, vous avez tout à fait raison, des questions et des réponses. En France, le ministre de la Justice passerait son week-end à une arrestation, ça vous semblerait normal? Non, ça ne me semblerait absolument pas normal, mais on est tous d'accord là-dessus, on enfonce des portes ouvertes. La question n'est pas de savoir si c'est normal, la question de savoir si c'est illégal. Or, pour que ce soit illégal et que ce ne soit pas un simple manquement déontologique, encore faut-il que ça ait eu une influence sur le traitement de la procédure, et je vous dis que ce n'est pas le cas. Le 14 septembre 2017, Philippe Narmino publie un communiqué. Il annonce son départ. J'ai pris la décision de renoncer à la poursuite de mes fonctions en demandant à faire valoir mes droits à la retraite anticipée. Le juge d'instruction chargé de l'affaire place Philippe Narmino en garde à vue et lance des perquisitions tous azimuts. Dans ses bureaux, à son domicile et sur ses comptes bancaires. Garde! L'homme sur l'épaule. À Monaco, en ce mois de septembre 2017, en apparence, tout va bien. Entrez. Chaque jour, à 11h50 pile, la relève de la garde suit un cérémonial immuable. Mais derrière les murs du palais princier, souffle désormais un petit vent de panique. Paris Match titre sur le scandale. Les soupçons touchent le cœur du pouvoir. Dans l'urgence, le prince nomme un remplaçant à Philippe Narmino, Laurent Anselmi. Le nouveau ministre de la Justice accepte de nous rencontrer. Il joue la simplicité. Mais vous avez une voiture de fonction. Ah non, non. Aucun membre du gouvernement à Monaco n'a de voiture de fonction. Aucun membre du gouvernement, donc, ni moi non plus, n'a de chauffeur. Le seul qui a un chauffeur, c'est le ministre d'État, donc le chef du gouvernement. Donc voilà, ça fait une économie en termes de dépenses publiques, je pense. Monaco est un tout petit pays. Donc la maison d'arrêt est en dessous. Un petit pays comme les autres, avec ses contraintes budgétaires, ses institutions et sa prison. Bonjour. C'est très sécurisé. Le directeur nous fait la visite. Ces messieurs. Quartier de... Là, vous voyez le quartier de détention femmes qui est là. Donc il y a en permanence une surveillante qui est là, jour et nuit. Et c'est... il y a vue sur la mer?
On va vous montrer la vue sur la mer, elle n'est pas terrible. C'est une échappée mer. Il y a une trentaine de cellules, comme celle-ci, avec télévision et vue sur la mer. Elles sont rarement toutes occupées, et plutôt par des petits délinquants, selon le ministre de la Justice. Monaco peut attirer aussi la convoitise de personnes malhonnêtes et de personnes qui pensent que, nonobstant toutes les mesures de télésurveillance et de tout ça, ils pourront réussir à voler, à faire le casse du siècle, ou ne serait-ce qu'aller dans une discothèque et piquer quelque chose à quelqu'un qui ne fait pas attention. Donc c'est un peu ça, je dirais, votre fonds de commerce, hein, si je puis m'exprimer ainsi. De retour à son bureau, nous l'interrogeons sur le cas Narmino. Alors moi, je n'entends pas me prononcer sur le départ de mon prédécesseur, ni les circonstances qui l'ont amené à considérer devoir faire valoir ses droits à la retraite. Voilà, il l'a fait. J'ai été choisi pour lui succéder. C'est la seule chose que je retiens. L'image de la justice, de la principauté, a-t-elle souffert de cette démission? Son blason, elle est éclaboussée. Elle est éclabboussée par cette affaire, parce que, si vous voulez, c'est dans la presse, et quand ça concerne Monaco, évidemment, on en fait, si je puis me permettre, des gorges chaudes. L'affaire va suivre son cours, et moi, si vous voulez, je souhaite vraiment que toutes ces instructions aboutissent pour qu'on fasse toute la vérité sur cette affaire. Au cours de nos investigations, nous sommes entrés en contact avec un homme qui prétend en savoir beaucoup sur Philippe Narmino. Il s'appelle Robert Héringer. Il vit en Californie, à Santa Barbara. Il assure avoir été l'espion du prince Albert II et avoir enquêté sur Philippe Narmino, à sa demande. Ancien journaliste pour la presse à scandale britannique, Robert Héringer rencontre le prince Albert II au début des années 2000 et lui propose de monter un service de renseignement personnel. Il parle pour la première fois. Ready to go. Voici la carte que lui délivre le palais princier. Il est l'agent 001 et touche un salaire de 30 000 € par mois. Personne ne le renseignait sur quoi que ce soit. On a donc décidé que je serais celui qui assumerait ce rôle. Il m'a embauché pour travailler directement pour lui en tant qu'agent de renseignement. Vous avez eu pour mission d'enquêter sur M. Narmino à cette époque? Oui, bien sûr. J'ai enquêté et je lui ai remis un rapport écrit. Ce rapport confidentiel, le voici. Son objet, Philippe Narmino. Le détective affirme l'avoir remis au prince. Selon l'Américain, Philippe Narmino aurait utilisé sa position de vice-président de la Croix-Rouge monégasque pour toucher des commissions sur les dons à l'association. Œuvres d'art, bijoux, immobilier. Disons par exemple que vous faites don d'un appartement à la Croix-Rouge monégasque d'une valeur d'1 million d'euros. Narmino a un ami. Il dirige une société du nom d'AG Prime. On lui confie l'appartement pour une évaluation qui lui prend 45 minutes. Il reçoit 5% de la valeur, 50 000 € pour 45 minutes de travail. C'est ça l'arnaque. Ils ont partagé, j'imagine. Je ne connais pas leurs arrangements. Mais nous sommes certains de l'existence de ce système parce que ce sont les policiers qui m'ont informé de ce montage. Les policiers le savaient, ils me l'ont dit. Mais ils n'étaient pas autorisés à avertir directement Albert. Moi, je pouvais le dire à Albert. Le prince sera averti, mais il ne tiendra pas compte des alertes de son rapport. Albert s'énerve. Il me dit « Mais il n'a tué personne ou je me trompe ?» C'est normal. Ça a toujours été comme ça à Monaco. C'est comme ça qu'on fait du business ici. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé Narmino ministre de la Justice. Philippe Narmino ne sera jamais inquiété pour l'histoire de la Croix-Rouge. Nous l'avons sollicité pour une interview,
il ne nous a pas répondu. L'onde de choc va se propager sur le rocher et toucher une autre figure de la justice monégasque. En 2015, le procureur général de Monaco s'appelle Jean-Pierre Dresneau. Le juge s'interroge. A-t-il favorisé le clan Rybolovlev ? Ce haut magistrat a été nommé à Monaco en 2011. Il est français. C'est une particularité de la principauté de Monaco. La France exerce un droit de regard sur le choix de ses fonctionnaires. Elle lui fournit la plupart de ses magistrats, policiers, services administratifs. Ils sont nommés par le prince sur proposition du gouvernement français. Détachés pour 3 ans, renouvelables une fois. Nous avons retrouvé cette vidéo sur le site du ministère de la Justice français. Peu après sa nomination, Jean-Pierre Dresneau affirme l'indépendance du magistrat français détaché à l'égard du prince de Monaco. J'ai prêté serment lors de ma prise de fonction devant le prince Albert II. Depuis, je n'ai eu aucune relation directe avec le prince. La justice est rendue au nom du prince, mais en totale indépendance. C'est donc en toute indépendance que le procureur général Dresneau aurait dû superviser l'enquête Bouvier-Rybolovlev. Nous sommes en février 2015. Arrêté, le marchand d'art est en garde à vue. La justice monégasque doit se prononcer sur une éventuelle mise en détention provisoire. Par écrit, Jean-Pierre Dresneau demande l'incarcération. Requérons qu'il plaise à monsieur le juge d'instruction de placer Yves Bouvier en détention provisoire. Sévère avec Yves Bouvier, le procureur se serait montré plus coopératif avec le camp Rybolovlev. Encore une histoire de téléphone. L'avocate du milliardaire voulait enregistrer un témoin à son insu. Le magistrat l'aurait conseillé. C'est ce que Tetiana Bercheda déclare aux policiers. Cet enregistrement avait été effectué avec le conseil juridique du procureur général Dresneau. À cause de cet enregistrement, l'avocate et le milliardaire sont mis en examen pour atteinte à la vie privée. Ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Au téléphone, Jean-Pierre Dresneau admet une conversation avec l'avocate, mais dément l'avoir conseillé. Oui. Maître Bercheda dit c'est M. Dresneau qui m'a conseillé pour faire l'enregistrement. Est-ce que ça, c'est une chose que Non, pas du tout. Non, c'est elle qui le dit, en tout cas. Non. Ce que je déplore, c'est qu'elle a un secret professionnel que manifestement elle ne respecte pas. On a eu une conversation entre professionnels de la justice sur les modes de preuve possibles. En aucun cas, je lui ai dit enregistrer quoi que ce soit. L'avocat du clan Rybolovlev reconnaît lui aussi qu'un tel échange a pu avoir lieu, mais il en minimise la portée. Je veux bien qu'il y ait des choses qui vous étonnent et qui étonnent et que je ne valide pas sur des liens entre tel ou tel. Cela, en revanche, n'a rien à voir avec le traitement judiciaire de cette affaire. Depuis, Jean-Pierre Dresneau a été mis en examen pour atteinte à la vie privée. Pour le procureur, cette mise en cause tombe mal. Elle va faire remonter à la surface une affaire qui le poursuit depuis 2014. Cette année-là, le magazine Le Point révèle que le procureur de Monaco a acheté un appartement par l'intermédiaire d'un certain Erminio Giraudy. Ce proche de Silvio Berlusconi est soupçonné d'avoir aidé l'industriel italien à frauder le fisc. Nous avons retrouvé la trace de cet appartement en Italie, dans la petite station balnéaire d'Ospedaletti, à 40 km de Monaco. Voici le logement en question. L'endroit ne paie pas de mine.
Le concierge nous le confirme. Le magistrat et le businessman italien auraient bien été en affaires. Vous l'avez vu, monsieur Dreno, ici? Oui, beaucoup de fois. D'accord. Et c'est à quel moment il a acheté? Il a acheté un nom de Giraudi, je crois. Oui, mais à quel moment? Ça fait longtemps, ça dure 3 ans. D'accord. 2 au moins. Oui. Et Giraudi, vous les connaissez, ces gens-là? Ils étaient propriétaires ici? Oui, je les connais. Au moment de l'achat, le magistrat savait-il à qui il avait affaire? D'après ce document, la police monégasque était informée que l'homme d'affaires était poursuivi en Italie pour blanchiment de fraude fiscale. Notification d'un acte judiciaire signifiant sa mise en examen. Et curieusement, il est écrit un peu plus loin « Ne pas enquêter en cas d'interpellation ». L'Italien est-il protégé par les autorités monégasques? Le 6 juillet 2011, dans cet article paru dans un grand journal italien, Il Giorno, le procureur général de Milan fustige la mauvaise coopération de la justice de Monaco sur le cas Giraudi. On est franchement à la limite du raisonnable. Quand l'article paraît, Jean-Pierre Dreno, nommé au printemps 2011, est en fonction depuis 3 mois. Moi, je m'étonne très honnêtement de la proximité, parce que quand on se dit cette personne a quand même maille à partir avec la justice italienne, on essaye de rester à distance. Attendez, monsieur, moi j'ai découvert que effectivement il y aurait eu une procédure le concernant plus ou moins, mais ça c'est après tout. Moi, je fais la connaissance de monsieur Giraudi quand j'arrive sur Monaco, je fais la connaissance de son épouse. Les procédures italiennes, moi je les connais pas, moi. Je les connais pas, à supposer qu'il a été concerné par les procédures italiennes. Après coup, il m'a dit qu'il ne connaissait pas Berlusconi, qu'il ne l'avait jamais rencontré. Il a toujours dit que tout ça n'était pas fondé. Aujourd'hui, le businessman italien n'est plus poursuivi par la justice de son pays. L'affaire qui le concerne est prescrite. Erminio Giraudi prospère. Il possède ce restaurant renommé de Monaco. Nous tentons notre chance. Bonsoir. Monsieur Giraudi, il est là de temps en temps. C'est possible de le voir? Oui, il est avec sa famille là-bas. Si vous voulez, je vais aller dire... Notre hôte est plutôt accueillant. Bonsoir, monsieur. L'homme est accompagné de son gendre. Nous les filmons à leur insu. Je voulais savoir, parce qu'on m'a raconté une histoire comme quoi vous aviez vendu un appartement à un procureur de Monaco, monsieur Dreno. Ça vous dit quelque chose? Jean-Pierre Dreno? Oui, on a vu l'histoire. Alors, c'est quoi l'histoire? Scandaleuse. Vous pouvez vous asseoir? Oui, venez. C'était le procureur de Monaco. Voilà, c'est ça. Mais vous le connaissiez personnellement? Oui, je l'ai connu au football, à le foot. Okay. Alors, il m'invitait toujours au foot, et moi j'allais au foot. Mais rien d'autre. Quand on lui parle d'un éventuel échange de bons procédés avec le procureur, il se met en colère. Que cazzo, pourquoi? J'étais libre, moi. Pourquoi je n'ai besoin de Dreno? Quel est l'avantage que j'ai vu Giraudi de lui? Jean-Pierre Dreno le reconnaît, l'affaire lui a coûté son poste. Le prince considère que je fais une très mauvaise publicité au Rocher, à la principauté, ce que je comprends tout à fait, puisqu'on sous-entend que j'ai des affaires douteuses. Et donc, effectivement, le prince demande mon remplacement. Jean-Pierre Dreno a depuis été muté à Aix-en-Provence. Le juge en charge de l'enquête Bouvier-Ribolovlev continue de fouiller dans le passé du procureur. Souvenez-vous du téléphone de Tetiana Bercheda, l'avocate de Dimitri Ribolovlev, et de ses nombreux SMS. Avec le ministre de la Justice, avec le procureur général. Le juge d'instruction découvre qu'elle communique aussi avec un commissaire de police, Christophe Aget et son adjoint. Le magistrat se demande
sont-ils sortis des clous? À Monaco, les agents sont réputés intraitables avec les petites infractions. Circulation, stationnement, vol et escroquerie. Mais certains semblent moins regardants avec les riches résidents. Les SMS de Tetiana Bercheda décrivent une hiérarchie policière très empressée autour de Dimitri Rybolovlev. 2 jours avant l'arrestation du marchand d'art, l'avocate fait passer un message du milliardaire russe auprès du chef de la police judiciaire, Christophe Aget, et de son adjoint. Il voulait aussi vous parler en conf call si on ne se voit pas ce soir. Est-ce possible, par exemple, vers 17h15, 17h30 ? La réponse des policiers est quasi immédiate. Vers 17h30. L'avocat d'Yves Bouvier a décortiqué ces SMS. Il dénonce une police aux ordres. On apprend par exemple que M. Rybolovlev préside des réunions dans les locaux de la sûreté publique qui sont relatifs au dossier dans lequel il est opposé à Yves Bouvier. C'est absolument incroyable comme situation. Certains SMS le montrent. Dimitri Rybolovlev, DR, semble dicter l'agenda. Serez-vous au bureau aujourd'hui ? DR voudrait passer vous voir pour faire le point et discuter de la suite avant son départ demain de Monaco pour 1 semaine. Merci d'avance. Amitié, Tetiana. On se rend compte, par exemple, dans ces SMS, que les policiers, certains policiers monégasques, qui sont ceux chargés de l'enquête, ne travaillent plus pour l'État, ils travaillent pour Dimitri Rybolovlev, tout en continuant à être payés par l'État. Au fil des échanges, les relations sont de plus en plus cordiales. Chère Tetiana, merci pour ce moment. À demain. Amitié, Christophe. Cher Christophe, merci à vous pour votre temps et d'avoir partagé avec moi vos expériences exceptionnelles. Cela m'a fait très plaisir de déjeuner avec vous. À demain, amitié, Tetiana. Pour mieux comprendre les relations entre le milliardaire russe et les policiers, il faut aller au stade Louis II, le stade de son club de football. À Monaco, les tribunes sont rarement remplies. Le club est surtout pour le milliardaire une formidable machine à distribuer des cadeaux. Avant le scandale, le prince était assidu. On le voit ici en février 2014, aux côtés de son épouse, de Dmitri Rybolovlev et de son avocate. Lors d'un match en mai dernier, nous avions pu filmer ses loges dans la tribune d'honneur. Ce sont les meilleures places, avec les célébrités locales comme le prince et sa sœur Stéphanie, ou encore nationales, comme ici le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Beaucoup ne paient pas leur place. Le club en offre des centaines. Nous découvrons que les policiers en bénéficient. Nous nous sommes procuré la liste des invités réguliers des tribunes d'honneur. En plus des invités du palais princier, de l'archevêché, des employés des ministères, la sûreté publique, la police, bénéficie de 49 invitations permanentes. Ces faveurs n'ont rien d'anecdotique. Elles forment même une piste pour le juge en charge de l'enquête. Nous avons eu accès au témoignage d'un ancien policier, Christian Carpinelli. Selon lui, le commissaire Christophe Aget fait bien partie des heureux bénéficiaires. Carpinelli dénonce les faveurs que faisait M. Rybolovlev à l'égard de certaines hautes personnalités, notamment du commissaire Aget.
Interrogé par le juge, le policier évalue le prix d'un tel cadeau. 2 places en tribune d'honneur avec accès au buffet avant et pendant le match. J'ai pu apprendre qu'ils étaient d'une valeur de 7 000 € par an, hors taxes et par place. Récapitulons. Alors qu'il est en charge de l'enquête Bouvier-Ribolovlev, le commissaire âgé entretient une relation presque amicale avec l'avocate de Dimitri Ribolovlev. Il bénéficie aussi avec ses collègues d'invitations régulières aux matchs de foot. Est-il encore aujourd'hui aux commandes de l'enquête? Il a refusé de nous répondre. Nous interrogeons le ministre de la Justice. Je crois qu'au moment où nous parlons, les officiers de police judiciaire qui sont dans cette affaire ne sont plus ceux qui ont été mis en cause à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont été écartés pour l'instant ou suspendus provisoirement? Non, ils n'ont pas été suspendus. Je veux dire, il y a d'autres affaires qui les mobilisent, mais pas celle-là. Sortis de cette affaire-là, mais toujours en poste, c'est ça? C'est ce que je pense, oui. Oui, ce que vous savez. Oui, c'est ce que je sais, oui. Les loges du stade de Monaco vont nous livrer d'autres secrets. L'ancien ministre de l'Intérieur, Paul Masseron, à peine retraité, a été embauché par le patron de l'AS Monaco. Paul Masseron quittera ses fonctions pour prendre sa retraite. Son départ en 2015 est un petit événement sur le Rocher. Le cocktail est diffusé sur la chaîne de télé locale, Monaco Channel. À cette occasion, Michel Roger est revenu sur le brillant parcours de Paul Masseron, en rappelant qu'il a été le plus jeune préfet de France en 1987. 10 jours à peine après son départ à la retraite, l'ancien ministre est embauché comme conseiller du président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev. À la clé, un salaire conséquent. Voici son contrat de travail, 50 000 € par an, qui viennent s'ajouter à sa retraite de préfet et de ministre de l'Intérieur. Il a refusé de répondre à nos questions. Cette embauche serait un très mauvais calcul selon un des conseillers de Dimitri Ribolovlev, David Vigneault. Il s'en offusque dans un SMS à l'avocate Tetiana Bercheda. Tetiana, on n'en a pas parlé, mais l'histoire de Masseron est extrêmement mauvaise pour DR. Bien sûr, je conseille que DR ne dise pas un mot. Entre nous, c'est vraiment incroyable à Monaco que ce genre d'arrangement soit proposé par le ministre. Mais sur le fond, c'est une mauvaise opération. L'avocat du marchand d'art Yves Bouvier s'interroge sur le rôle que jouerait le club dans la principauté. Il s'agit de voir s'il y a ou pas à Monaco un système de corruption dont l'ASM serait le centre ou un des centres et qui mettrait en cause un nombre qu'on ne connaît pas de personnalités officielles. Des milliers de SMS ressuscités, des centaines de documents et de témoignages rassemblés. L'affaire Bouvier-Ribolovlev est le fruit du travail d'un juge français détaché à Monaco, Édouard Levrault. Son enquête a provoqué une onde de choc en révélant des secrets parmi les mieux gardés du Rocher. Il a pourtant failli être contraint de tout abandonner. En février dernier, le nouveau ministre de la Justice veut limiter à 3 ans non renouvelables le mandat des juges détachés par la France. L'État français fournit la moitié des magistrats à la principauté. Il a son mot à dire. Selon la magistrate Céline Parizeau, à Paris, les juges ont besoin de temps pour mener les enquêtes à leur terme. Raccourcir leur mandat, c'est diminuer leur pouvoir. La France collabore quand même complètement à la justice monégasque, puisqu'elle elle pourvoit à la moitié à peu près des effectifs de la magistrature. On est bien obligé de s'y intéresser, du coup. On est bien obligé de se poser la question, pourquoi
pourquoi les empêcher de faire leur travail finalement? L'idée derrière ça, c'est de dire ne venez pas vous installer à Monaco, finalement, ne venez pas trop mettre le nez dans nos affaires. Ce que vous voyez derrière, c'est quoi? C'est une censure? Il y a manifestement une volonté de porter atteinte au bon travail de la justice. Voilà ce qu'il y a derrière, ça c'est très clair. Pour les magistrats français, le fait de n'avoir que des mandats de 3 ans non renouvelables était une forme de censure masquée sur des affaires en cours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? c'est un procès d'intention, parce qu'il y a une rotation normale des juges, et même dans les fameuses affaires en cours, eh bien, il y a déjà eu des juges d'instruction qui ont succédé à d'autres juges d'instruction. Donc c'est une pratique tout à fait normale. C'est peut-être le changement qui a suscité cette réaction. Face à la fronde, le ministre de la Justice a fini par renoncer à cette mesure. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de M. Rybolovlev dans cette mise à mal des institutions monégasques? Il y a incontestablement un homme, semble-t-il, qui a quand même eu un rôle non négligeable en faveur de la principauté. Je ne pense pas qu'on puisse contester l'action de M. Rybolovlev, notamment au sein du club de football de l'AS Monaco. Je regrette, comme vous sans doute, que les institutions monégasques aient eu à souffrir de mouvements quand même très violents, mais je ne crois pas que la responsabilité de M. Rybolovlev puisse être engagée dans cette crise institutionnelle. Derrière les mises en cause et les démissions, le prince a-t-il le pouvoir de mettre de l'ordre dans la principauté? Rappelez-vous ces engagements de 2005. Ils avaient marqué les esprits. J'entends cependant que l'éthique soit toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques. 13 ans plus tard, après le départ forcé de son ministre de la Justice et de son procureur général, son ancien agent secret 001 a des mots très durs. Je ne suis plus très précisément ce qui se passe à Monaco. Je ne sais pas ce qu'il est advenu des gens sur lesquels j'ai enquêté. Mais ce que je sais depuis que je suis parti, c'est que rien n'a changé. Même si le prince Albert a promis à ses sujets et au monde entier qu'il allait introduire une nouvelle éthique à Monaco, rien de tout cela n'est vraiment arrivé. En fin de compte, il n'a jamais eu les épaules pour faire quoi que ce soit contre tout ça. Nous avons sollicité son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, pour une interview. Nous lui avons adressé un long mail, sans réponse. Nous étions alors au début de l'été. Le 6 novembre dernier, le juge Édouard Levrault a lancé un vaste coup de filet et fait interpeller 9 protagonistes. Fait exceptionnel, toute la hiérarchie policière de Monaco se retrouve en garde à vue. Régis Assau, Christophe Aget et Frédéric Fusari. Même traitement pour l'ancien ministre de la Justice et sa famille, Philippe Narmineau, Christine, Antoine. L'ancien préfet Paul Masseron n'y échappe pas non plus. Jean-Pierre Dreynaud, ancien procureur général, avait été inculpé dès juin dernier. Enfin, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev et son avocate Tetiana Bercheda sont eux aussi arrêtés. Ils passeront tous 2 jours dans les locaux de la police avant d'être inculpés pour corruption, trafic d'influence et violation du secret professionnel, puis remis en liberté. Après cette série d'inculpations, le prince s'est finalement exprimé le 12 novembre devant plusieurs journalistes de presse écrite, dont Mediapart. Interrogé sur sa proximité avec l'oligarque russe, il affirme « Je n'ai jamais passé plusieurs jours d'affilée avec M. Rybolovlev. C'était toujours ponctuel. L'année dernière, quand on a fait une croisière familiale dans les îles grecques, on s'est arrêté même pas une journée sur son île. » Quant au sort du président de l'AS Monaco, le prince déclare « Si tout cela est avéré, M. Rybolovlev se retirera de lui-même. » Avec ces déclarations, le prince Albert prend ses distances avec une affaire qui éclabousse son règne.